devant le tollé médiatico-politique qui a suivi le refus par LFI d'accréditer à son université d'été en août 2025 le journaliste Olivier Peyroux du Monde. C'est la basse censure. Et ça montre, au fond, la tentation, je ne vais pas employer le mot totalitaire, mais enfin, disons, autoritaire de la France insoumise et d'une grande partie de l'extrême gauche et de la gauche aujourd'hui en France, hélas. Ce sont des méthodes qui sont de plus en plus celles des populistes, ceux qui essaient d'exciter les basses passions populaires plutôt que d'essayer d'aider à outiller chacune et chacun de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Le quotidien Le Monde lui-même ne faisait l'objet d'aucun boycott. Mais LFI a assumé ne pas vouloir accueillir le co-auteur du livre La Meute dont on vous a parlé un peu plus tôt. Cette action a généré des réactions de journalistes politiques sur place, des déclarations de syndicats, mais aussi des prises de position de personnalités politiques, d'éditorialistes, de cadres de maisons d'édition et surtout un communiqué d'une trentaine de sociétés de journalistes, dont celle de Blast, ayant dénoncé, je cite, un coup de semonce pour toute notre profession. Le Monde a dénoncé une entrave caractérisée à la liberté de la presse. Libération est entrée en résistance en annonçant le retrait de son journaliste de l'université d'été. Et Mediapart s'est insurgé du fait que LFI ait franchi, je cite, une ligne rouge jusqu'ici traversée par l'extrême droite. Même type de réaction quand LFI a décidé, fin février 2026, d'inaugurer un cycle de conférences de presse réservé aux médias numériques. Le mouvement politique sortait à ce moment-là de 10 jours de diabolisation tous azimuts. La fameuse séquence Quentin de Ranc, dont les syndicats n'avaient d'ailleurs pas dit un seul mot jusque-là. Et cette initiative se voulait un acte symbolique et politique. Une rupture avec la presse dominante et la légitimation d'une alternative. À l'exception de l'extrême droite, il n'y avait pas de discrimination idéologique parmi les médias présents. Le dispositif ne visait pas non plus à se substituer aux conférences de presse traditionnelles et une diffusion en direct de l'événement était même annoncée sur les plateformes numériques. Mais à nouveau, ça a été un scandale d'État. Le SNJ a dénoncé, je cite, une entrave à la liberté de la presse et le SNJ-CGT, je cite, une atteinte au principe fondamental d'égalité d'accès aux sources, à la transparence politique, indissociable de la liberté de la presse. Quant à Reporters sans frontières, le directeur général a critiqué, je cite, une atteinte au droit à l'information des citoyens. Et du côté des grands médias, vous vous en doutez, on a vraiment tout entendu. Voilà un parti qui dit aux journalistes, allez, taisez-vous. Les mines de sel pour tout le monde. Exactement. Quand un camp politique décide de ne plus traiter certains journalistes, c'est un coup de canif dans ce contrat moral qui fonde notre République. Il n'invente rien, il s'inspire d'abord de Donald Trump, qui agit de la sorte, et puis il copie Jean-Marie Le Pen, qui longtemps a cajolé celle qu'il appelait la presse amie. Ce parti-là a tous les germes d'une dictature potentielle. De part et d'autre de l'Atlantique, d'un bout à l'autre de l'échiquier politique, le populisme a ses figures imposées, et la chasse aux journalistes reste un sport à la mode. L'épisode était vraiment révélateur. On vous renvoie ici vers le site d'Acrimed pour creuser davantage ce qui s'est dit dans les médias, notamment les différents procès qu'ont instruits les grands journalistes neutres et sérieux contre les petits confrères militants et complaisants. Mais ce qu'on peut dire pour terminer, c'est que sur ce coup-là, LFI a vraiment commis la faute de trop du point de vue des chefferies éditoriales. Non seulement le mouvement politique a remis en cause le magistère des grands médias traditionnels, mais il leur a opposé la légitimité des pouilleux du numérique. Et ça ne passe pas. À travers leurs réactions, les éditocrates ont vraiment montré l'étendue de leur entre-soi. Ils bafouent les règles déontologiques, mais ils n'acceptent aucune remise en question. Ils piétinent le pluralisme, mais ils refusent qu'on critique leurs pratiques. Ils normalisent le RN depuis plus de 20 ans et passent leur temps à diaboliser la gauche, mais ils poussent des grands cris quand leur chasse gardée est contestée. La morale de l'histoire, c'est que les médias dominants veulent dominer sans entrave. C'est pourquoi nous en conclurons par là avec une sorte de mot d'ordre. Front des médias contre la gauche. Front de la gauche face aux médias. On l'a suffisamment montré tout au long de cette vidéo, comme dans les précédentes, les fondamentaux journalistiques sont aujourd'hui balayés dans les plus grandes largeurs. Là, vraiment, il se roule dans l'ignominie, tous les putains de jours. C'est extravagant. Les médias jouent structurellement contre les mouvements d'émancipation. Et ils participent d'autant plus activement à l'effondrement démocratique que les industriels milliardaires qui les détiennent sont maintenant prêts pour le basculement autoritaire et certains engagent même toutes leurs forces pour faire gagner l'extrême droite. Tout ce que nous avons décrit ici, ça pose évidemment des problèmes démocratiques majeurs. Mais on s'empresse aussitôt de vous rappeler que non, les médias ne sont pas tout puissants. Oui, ils ont des effets, mais non,
ils n'influencent pas directement les consciences. En 2005, ils ont tous fait campagne pour le traité constitutionnel européen, et c'est le non qui a gagné. Ça fait 15 ans qu'ils diabolisent LFI, mais la formation politique a malgré tout étendu son ancrage populaire et progresse dans les urnes. On vous dit ça parce que malgré l'effet rouleau compresseur qu'on peut souvent ressentir face aux médias dominants, il n'y a pas de fatalité. À l'approche de la campagne présidentielle, le débat médiatique s'annonce très très corsé. Et si jamais la gauche de gauche parvenait au pouvoir, ce serait un déchaînement tous azimuts. Alors il faut prendre les devants. Il faut que toutes et tous, on fasse pression pour mettre la question des médias sur le devant de la scène. Tout récemment, Jean-Luc Mélenchon discutait de ça avec Frédéric Lordon. Vous avez dit, alors nous, ce qu'on va faire, c'est que on va interdire à un capitaliste d'avoir plus d'un média. Parce qu'il y en a, ils ont une télé, un journal, un deuxième journal, un magazine, une radio, une maison d'édition, c'est fini, il n'y en aura plus qu'un. Non, là, il faut passer la troisième. Non, un capitaliste n'aura droit à rien. Les médias seront entièrement déprivatisés et décapitalisés. Ça ne veut pas dire étatisés, hein. Ça veut dire socialisés, de nouveau. Eh bien, on a tout à gagner à multiplier ce type d'échanges et ces initiatives, à débattre collectivement de propositions pour une réappropriation démocratique des médias. LFI a un programme sur cette question, bien sûr, qui comporte des choses intéressantes. On vous invite à aller le lire, comme on vous invite à aller lire d'autres propositions, plus ou moins radicales, qu'elles émanent de partis politiques, de médias, de collectifs ou d'associations comme la nôtre. De notre point de vue, le combat pour l'émancipation et contre la fascisation de la vie publique, il ne pourra pas faire l'économie d'une lutte contre la prédation de tous les industriels milliardaires, c'est-à-dire contre l'appropriation capitalistique des moyens d'information, qu'il s'agisse des médias, de l'édition, mais aussi de la culture. Acrimed a fêté ses 30 ans à la fin du mois de mars. Et à cette occasion, on a réuni plus de 130 universitaires, journalistes, auteurs et autrices autour d'un appel pour une transformation radicale des médias. Casser la financiarisation et les phénomènes de concentration, libérer l'audiovisuel public des emprises politiques et commerciales, soutenir les médias indépendants, etc. Il faut que l'information soit démarchandisée pour devenir un bien commun. C'est notre affaire à toutes et à tous. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode de Quatrième Pouvoir qui, on l'espère, vous aura plu. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez retrouver notre travail sur le site d'Acrimed, acrimed.org, et faire un don à notre association. Vous pouvez également soutenir le travail de Blast pour financer cette émission et bien sûr toutes les autres. Et puis on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Salut à toutes et tous. Il faut du renouveau. Vous dites là, il faut tout changer. Vous, Jean-Luc Mélenchon, en quoi est-ce que vous incarnez le renouveau? Vous aviez dit il y a quelques années qu'ils dégagent tous. Non, qu'ils s'en aillent tous. J'aurais dû dire dégager, j'aurais fait une meilleure carrière. Et ils reviennent tous. Et Jean-Luc Mélenchon, ils reviennent tous, y compris vous. Oui, et vous aussi d'ailleurs, vous avez remarqué. Non, mais attendez, ce point est extrêmement important. Non, mais pourquoi vous représentez vous? Alors, il y a des raisons qui sont politiques, dont on va peut-être finir par parler à un moment ou à un autre. Mais puisque vous êtes sur le sujet du renouveau, les amis, attendez-vous à prendre le retour de volée, hein. Puisque nous revoici, peut-être qu'il faudrait changer le regard sur nous. Donc pourquoi vous partiriez pas, vous? Ce qui nous intéresse, c'est vous, Jean-Luc Mélenchon. On vous a assez vu, vous êtes là depuis longtemps. Depuis combien de présidentielles vous êtes là? Vous êtes tout le temps les mêmes, alors on entend tout le temps la même chose. Ah bon, eh ben fallait pas commencer. Donc,